La Cour pénale internationale a annoncé le 14 octobre la réactivation de ses enquêtes en République démocratique du Congo. Cette décision fait suite à une visite du vice-ministre congolais de la Justice, Samuel Mbemba Kabouya à La Haye. Depuis 2004, 7 responsables congolais ont déjà été visés par des mandats d'arrêt de la CPI, dont 5 ont été jugés dans le cadre des enquêtes sur les crimes commis en RDC. Les détails dans un instant. Après 2 semaines d'absence qui ont alimenté de nombreuses rumeurs, le général Ismaël Gani, chef de la force des gardiens de la Révolution, a réapparu en public lors des funérailles d'Abbas Nilforoshan. Ce dernier a été tué en même temps que le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. C'est tout pour les titres. Dans un communiqué publié lundi 14 octobre, le procureur de la Cour pénale internationale annonce la réactivation de ses enquêtes en République démocratique du Congo. Cette décision fait suite à une visite à La Haye du vice-ministre congolais de la Justice, Samuel Mbemba Kabouya, la semaine dernière. Depuis 2004, 7 responsables congolais ont déjà fait l'objet de mandats d'arrêt de la CPI et 5 d'entre eux y ont été jugés dans le cadre des investigations sur les crimes commis dans le pays. Les nouvelles enquêtes en République démocratique du Congo annoncées lundi 14 octobre par Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, porteront sur les crimes de guerre commis depuis janvier 2022 dans la province du Nord Kivu, dans l'est du territoire congolais. Selon son communiqué, tous les auteurs de crimes présumés seront visés. Karim Khan y affirme aussi vouloir privilégier une approche à 2 voies, avec d'une part l'enquête proprement dite et de l'autre en soutien à la justice congolaise. À ces propos, celui-ci en profite d'ailleurs pour saluer la création d'un comité de pilotage pour travailler à l'établissement d'une cour pénale spéciale pour la République démocratique du Congo. L'un des volets de la politique pénale de Karim Khan vise en effet à soutenir les États pour qu'ils rendent autant que possible la justice sur leur sol. En République démocratique du Congo, un mémorandum en ce sens avait été signé avec le gouvernement en juin 2023, un mois après que le gouvernement de Kinshasa ait demandé à la CPI d'enquêter à nouveau sur son sol. Le communiqué diffusé par Karim Khan précise également que pour lui, les derniers épisodes de violence au Nord Kivu sont, je cite, liés à des schémas récurrents de violence et d'hostilité qui sévissent dans la région depuis plus de 20 ans. Depuis l'ouverture des enquêtes de la CPI sur les crimes commis en RDC en 2004, 7 responsables congolais ont déjà fait l'objet de mandats d'arrêt et 5 d'entre eux y ont été jugés, dont Jean-Pierre Pemba, Thomas Lubanga ou Bosco Tangada. Human Rights Watch publie ce mardi 15 octobre un rapport sur la torture dans 2 prisons et un centre de rétention au Rwanda. En avril dernier, Innocent Kayumba, ancien directeur des prisons de Rubavu et de Nyarugenje, a été condamné à 15 ans de prison pour l'agression et le meurtre d'un détenu de la prison de Rubavu en 2019. Mais selon l'ONG, cette condamnation est l'arbre qui cache la forêt. Les atteintes graves aux droits humains, y compris la torture, sont monnaie courante dans de nombreux centres de détention au Rwanda, écrit Human Rights Watch. Selon des témoins, plusieurs personnes ont trouvé la mort après des séances de torture. L'ONG s'est entretenue avec plusieurs anciens détenus de Kouagasinia, un centre de détention non officiel basé à Kigali. Dans ce premier centre où ils sont envoyés après leur arrestation, les prisonniers y sont contraints, écrit le rapport, d'avouer des crimes. Simulacres d'exécution, passage à tabac, torture sont alors employés par les responsables du centre pour les faire passer aux aveux. D'anciens détenus affirment avoir été enfermés dans des cellules d'environ 1 mètre sur 2, des cellules ressemblant selon leur dire à des cercueils. En janvier 2020, l'opposant Venin Baïsenga a raconté les mauvais traitements subis dans ce centre et a affirmé que des personnes y avaient été tuées. L'homme disparaîtra 5 mois plus tard dans des circonstances non élucidées.
Le rapport documentait également des cas de mauvais traitement à la prison de Niaruganj. Des prisonniers ont déclaré lors de différents procès avoir été placés de force dans un conteneur rempli d'eau où ils étaient frappés par des agents pénitentiaires et des détenus qui agissent sous les ordres du personnel. Autre torture pratiquée dans cette prison, la privation de sommeil par la diffusion permanente de lumière et de musique forte. À la prison de Rubavu, d'anciens détenus ont fait état de passages à tabac, souvent perpétrés par Innocent Kayumba, le directeur de la prison à l'époque, des actes qui ont conduit, selon plusieurs témoignages, à la mort de 11 prisonniers, dont l'ONG a obtenu les noms. Dans ce rapport, Human Rights Watch dénonce les manquements graves, non seulement au sein des services correctionnels du Rwanda, mais aussi au sein du système judiciaire et de l'Institution nationale de protection des droits humains. L'ONG appelle le gouvernement rwandais à mettre fin à tous ces actes de torture et tout mauvais traitement infligé aux détenus. La Tunisie fait à nouveau parler d'elle pour les mauvais traitements qu'elle inflige aux migrants à la suite de la publication d'un rapport d'experts mandaté par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Révélé ce lundi 14 octobre, le texte dénonce les violences envers les migrants qui perdurent dans le pays. Des coups donnés aux migrants en pleine mer, des tentatives pour faire chavirer leurs bateaux, des transferts de forces vers la Libye ou l'Algérie, des tirs à destination de ceux qui tenteraient de revenir sur leurs pas. Telles sont les conclusions de ces rapports qui mettent en cause les gardes-côtes et les forces de sécurité tunisiennes. Cela n'a rien d'une surprise pour les ONG spécialisées dans les secours en mer qui évoquent aussi des cas d'embarcation arraisonnés en pleine mer et parfois dépossédés de leurs réserves de carburant ou de leurs moteurs. Les migrants, eux, sont laissés ensuite à la dérive au large des côtes tunisiennes. Selon le même rapport, des 165 personnes ont perdu la vie de janvier à juillet dernier dans les opérations d'interception en mer, 189 lors de la traversée. 95 autres personnes sont, elles, portées disparues. Des pratiques qui inquiètent alors que la Tunisie a obtenu cet été une extension de la zone maritime sous son contrôle pour les sauvetages en mer. Des ONG comme SOS Méditerranée estiment que la Tunisie n'est pas une destination de débarquement sûre pour les migrants. L'organisation estime par ailleurs que les violations interviennent avec la complicité de l'Union européenne qui chercherait, selon elle, à déléguer la gestion de ses frontières à des pays tiers de la rive sud de la Méditerranée comme la Tunisie. Coup d'envoi ce mardi de la vaccination contre la grippe saisonnière, possiblement couplée avec un rappel contre le Covid. Les autorités sanitaires espèrent faire naître le réflexe de cette double vaccination, surtout pour les personnes à risque. L'un des enjeux majeurs est donc créer la double vaccination grippe-Covid comme une double protection pour les publics prioritaires, a résumé lundi Sarah Soneron, directrice générale adjointe de la santé, lors d'une conférence de presse. Médecins, infirmiers, sages-femmes ou encore pharmaciens peuvent pratiquer les deux injections qu'il est possible de recevoir d'affilée sans que cela soit obligatoire. Plus de 17,2 millions de Français sont particulièrement invités à se faire vacciner contre ces deux pathologies virales qui peuvent, dans certains cas, avoir des conséquences fatales. Les catégories ciblées en priorité risquent de développer les formes graves. Les plus de 65 ans, les résidents d'EHPAD, les personnes de tout âge atteintes de certaines maladies chroniques ou d'obésité sévère, les femmes enceintes. La vaccination est également recommandée aux soignants et aux entourages de personnes vulnérables. Si le retour saisonnier de la grippe est bien connu, le Covid, à l'origine de plusieurs vagues épidémiques chaque année, a rajouté un risque sanitaire aux automnes-hivers où circulent également d'autres virus respiratoires comme celui à l'origine de la bronchiolite. La vaccination contre la grippe et le Covid vise à protéger les plus vulnérables, comme elle permet de réduire les formes graves et les hospitalisations, mais aussi à réduire la pression sur un système de santé fortement sollicité, a souligné la représentante du ministère de la Santé. Autre objectif affiché, remonter le niveau de vaccination contre la grippe des seniors mais aussi des soignants en recul.
La couverture vaccinale des plus de 65 ans a baissé comparé à la saison précédente, a alerté la directrice générale de Santé publique France, Caroline Semaille, jugeant que c'est alarmant car les patients hospitalisés et en réanimation sont les plus de 65 ans. Après 2 semaines d'absence de la scène publique qui ont suscité de nombreuses rumeurs, le général Ismaël Ghani, chef de la force des gardiens de la Révolution, est apparu en public à l'occasion des funérailles d'Abbas Nilforouchan, tué en même temps que le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. La télévision iranienne a montré le général Ghani lors d'une cérémonie organisée pour l'arrivée du corps d'Abbas Nilforouchan, haut responsable des gardiens de la Révolution, tué en même temps que Hassan Nasrallah à Beyrouth. Ces 2 dernières semaines, les rumeurs ont fait état de sa mort lors des frappes israéliennes à Beyrouth. Ensuite, des médias régionaux ont affirmé que le général Ghani avait été arrêté à cause des soupçons sur une possible infiltration israélienne dans son entourage qui aurait permis aux Israéliens de mener des frappes contre Hassan Nasrallah ou d'autres chefs du Hezbollah. Le général est apparu lors de ces cérémonies sans prononcer un mot et en vêtements civils alors que les autres commandants étaient en habit militaire. Il pourrait prononcer un discours ce mardi soir lors d'autres cérémonies prévues. Cela intervient alors que l'Iran craint toujours une attaque israélienne en riposte au lancement de 2000 missiles contre l'État hébreu le 1er octobre dernier. Plusieurs responsables iraniens ont répété que l'Iran répondra avec force à toute attaque israélienne. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure.